Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu donc les différentes formes de concurrence imparfaite, monopole, oligopole, et nous avons parlé dans la première vidéo de la concurrence monopolistique. Nous avons vu comment ces formes de concurrence imparfaite fonctionnaient, et donc en gros, la conclusion que j'ai répétée déjà plusieurs fois de ces parties, c'est que, clairement, les entreprises, les producteurs plus précisément, car les entreprises peuvent se retrouver du côté de la demande et des consommateurs, mais les producteurs vont faire tout leur possible pour que la concurrence soit imparfaite, pour échapper à la situation de concurrence pure et parfaite, que ce soit en différenciant leurs produits, en développant d'innovations, pour avoir un avantage et donc se retrouver dans une situation qui n'est pas la concurrence pure et parfaite, pour augmenter leurs profits et leurs bénéfices. Et d'ailleurs, finalement, avec les questions des monopoles d'innovation, on a même quelque chose qui profite en réalité aux consommateurs, puisque à cause de la concurrence et à cause justement de cette volonté des producteurs d'échapper à la concurrence pure et parfaite, et donc de en fait se différencier en proposant des produits innovants, les consommateurs vont pouvoir bénéficier justement de ces produits innovants, d'innovation et de produits que s'il n'y avait pas eu cette volonté d'échapper à la concurrence pure et parfaite, les entreprises, les producteurs n'auraient jamais développé. Si vous vous contentez de la concurrence pure et parfaite, bon bah voilà, vous produisez tous la même chose, avec juste des petites différences de prix, et encore, normalement, le fonctionnement de la concurrence pure et parfaite vous amène tous à développer le même prix. Donc vous avez le choix entre des produits similaires à des prix similaires, et il n'y a pas d'innovation, pas de différenciation. Donc voilà, les entreprises vont chercher à échapper à cette situation de concurrence pure et parfaite, mais comme on l'a vu dans le chapitre précédent sur les marchés concurrentiels, certes, ça leur permet à elles de faire plus de profit, d'augmenter leur surplus, mais ça se fait évidemment au détriment des consommateurs de façon générale, parce qu'en dehors du coup des monopoles d'innovation, quand on parle juste de empêcher des concurrents d'apparaître et de se développer, ça va se faire donc au détriment des consommateurs qui vont devoir payer des prix plus élevés, et pour une partie d'entre eux qui ne vont pas pouvoir consommer autant qu'ils et elles le pourraient en situation de concurrence pure et parfaite. Donc les pouvoirs publics qui ont en tête les théories économiques qui voient que le surplus total est plus important quand on est à équilibre en concurrence pure et parfaite que dans une situation de monopole par exemple, les pouvoirs publics vont justement essayer de lutter contre toutes les formes de concurrence imparfaite, contre toutes les stratégies que les entreprises peuvent déployer pour réduire la concurrence, en tout cas toutes les stratégies qui vont être considérées comme déloyales et nuisibles. Par exemple, pas sur la question des innovations, ou même simplement de la différenciation, mais sur tout le reste. Les pouvoirs publics vont essayer justement de se rapprocher autant que possible de la situation de concurrence pure et parfaite. Et comment est-ce que les pouvoirs publics le font? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Vous avez en France deux institutions qui sont chargées de faire respecter la concurrence et de s'assurer que les marchés restent autant que possible en concurrence pure et parfaite et ne dérivent pas vers une situation d'oligopole et pire encore de monopole. Donc en l'occurrence, vous avez l'autorité de la concurrence, qui est une institution spécifiquement française, et vous avez la Commission européenne, qui, elle, comme son nom l'indique, est une institution européenne, qui d'ailleurs ne s'occupe pas que de la concurrence, mais s'en occupe entre autres, et qui va donc non seulement vérifier que la concurrence est respectée entre les entreprises, mais aussi éventuellement entre les États. Qu'un État ne truque pas les règles de la concurrence en accordant des avantages à une entreprise qui se trouve sur son territoire, qui vient de son pays, par rapport à une entreprise étrangère. Ces institutions vont en gros avoir différentes stratégies pour faire respecter la concurrence. La première, c'est d'empêcher les marchés non concurrentiels d'apparaître. Empêcher un marché qui se trouve plus ou moins en concurrence pure et parfaite, en tout cas en concurrence, de devenir une oligopole et puis encore un monopole. Donc pour ce faire, il va notamment y avoir un contrôle des fusions-acquisitions. Lorsque deux entreprises décident de fusionner ou lorsqu'une entreprise décide d'en racheter une autre, les institutions, donc que ce soit l'autorité de la concurrence ou la Commission européenne, selon qu'on est plutôt sur une question française ou européenne évidemment,
ces institutions vont regarder s'il n'y a pas un risque de monopole, d'une position en tout cas qui s'en rapproche excessivement et que ça devient dangereux pour la concurrence, et vont éventuellement dire ok, si vous voulez vous fusionner, vous pouvez, mais vous devez éventuellement vous séparer de certaines activités ou de certains magasins, parce que sinon la concurrence ne va pas être respectée, voire vous ne pouvez pas fusionner parce que si vous le faites, vous ne respectez plus du tout la concurrence, il n'y a aucun moyen de séparer vos activités et de diminuer un peu votre poids. Donc le seul moyen, c'est que vous restez en concurrence pour justement maintenir tous les effets positifs de la concurrence. Donc voilà, contrôle des fusions-acquisitions, empêcher les entreprises de fusionner ou une entreprise d'en racheter une autre pour acquérir un poids trop important. Parce que là, on parle donc de deux entreprises qui, par exemple, qui auraient un poids important, qui serait presque en oligopole et qui fusionneraient et là deviendrait un monopole. Mais vous pourriez aussi avoir une situation où c'est une entreprise qui voit un concurrent émerger et qui décide de le racheter avant que ce concurrent devienne une menace sérieuse. Donc on le rachète et puis voilà, plus de menace, on reste en situation de monopole. Alors justement, le problème avec le contrôle des fusions-acquisitions, c'est qu'il se fait juste au-dessus d'un certain montant. Tout simplement parce que l'idée, avec l'idée que si c'est un montant trop faible, ça veut dire que c'est peut-être une petite opération, on n'a pas besoin d'embêter les autorités de la concurrence et les institutions de la concurrence avec ça. Donc le raisonnement derrière est assez logique. Le problème, c'est que dans l'économie numérique, qui fonctionne surtout à base de start-up, vous pouvez avoir une entreprise bien installée comme Google, Facebook, qui rachète une petite entreprise qui est en train d'émerger, que ce soit par exemple Instagram, Snapchat, etc., qui du coup, Facebook n'aurait pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour la racheter, parce que cette entreprise qui émerge justement est juste en train d'émerger, c'est juste une start-up, donc vous lui proposez un montant correct et ça passe, mais donc ça passe en dessous du seuil posé par le contrôle des fusions-acquisitions, et tout ça permet à des entreprises bien installées de maintenir leur position dominante, leur position quasi monopolistique. Et donc c'est pour ça que vous avez des économistes qui affirment qu'il faudrait revoir un peu les règles du contrôle des fusions-acquisitions pour mieux détecter ce genre d'activité, mais ça, c'est une petite parenthèse. Autre possibilité pour les institutions chargées de réguler et de faire respecter la concurrence, limiter les effets des marchés non concurrentiels. Donc là, l'idée, c'est vous ne pouvez pas empêcher le marché d'être non concurrentiel, vous ne pouvez pas empêcher l'entreprise de se trouver plus ou moins en situation de monopole, quasiment, mais en tout cas, vous allez faire attention à comment elle se comporte, à quel prix elle propose et elle impose, pour faire en sorte qu'au moins elle propose, si elle dévie de la situation de concurrence pure et parfaite, alors on dévie pas trop et qu'elle se fait pas, elle n'a pas des gains indus qui seraient injustes. Ça, c'est le genre de stratégie notamment qui va avoir lieu, par exemple, dans la situation de monopole naturel, donc où, de fait, on ne peut pas empêcher le monopole d'avoir lieu. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de monopole naturel. C'est naturel, vu ce secteur d'activité, vu son fonctionnement, qu'il y a un monopole. Parce que voilà, comme on l'a dit, généralement, la première entreprise qui arrive et qui met en place le réseau pour réaliser cette activité gagne tout. C'est un peu une logique en anglais de winner takes it all ou first past the post. Je me demande bien comment mon accent anglais va rendre, mais on va bien voir. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas empêcher la concurrence pure et parfaite de ne pas être respectée. Vous avez un peu ces logiques aussi, justement, dans l'économie numérique, qui fonctionne assez à base de réseau. Alors là, il n'y a pas spécialement de réseau d'infrastructure à mettre en place, par exemple de lignes de chemin de fer à installer, mais le réseau, c'est entre les utilisateurs et les utilisatrices. Et à partir du moment où vous attirez le plus d'utilisateurs et d'utilisatrices, ces utilisateurs et utilisatrices vont à leur tour attirer d'autres utilisateurs et utilisatrices, car en fait tout le monde va se dire, bon bah ça sert à rien que j'aille sur un réseau social qui certes peut-être propose moins de pubs, qui respecte à la fois la liberté d'expression, qui en même temps protège mes données, donc qui soit peut-être plus en accord avec mes valeurs, mais où il n'y a personne. Le but d'un réseau social numérique, c'est d'entrer en contact avec des personnes. S'il y a un réseau qui certes est éthique, mais qui en fait où il n'y a personne, il ne me sert à rien ce réseau, je ne vais jamais y aller. Donc clairement,
vous avez cette idée aussi donc de marché, ce qu'on peut aussi cette fois-ci retrouver pour Netflix, de marché biface, où vous avez à la fois, par exemple, pour une plateforme comme Netflix, mais ça marche aussi évidemment pour tous les concurrents, hein, Hulu, Disney+, etc. Pour qu'une plateforme comme ça fonctionne, il faut à la fois qu'il y ait beaucoup de personnes, parce que sinon vous n'allez pas proposer de contenu dire ok, je vous garantis une exclusivité sur ce film si en fait vous savez que cette plateforme n'a pas d'utilisateurs, peu d'abonnés et donc personne ne va regarder votre film. Et en même temps, pour attirer les utilisateurs et les utilisatrices, les consommateurs et les consommatrices, il faut qu'il y ait du contenu. Vous pouvez pas dire venez, mais en fait payez l'abonnement, alors qu'en fait il y aura quoi, ok, une série qui est bien et c'est tout. Ça vaut pas le coup. Donc c'est pour ça qu'on parle de marché biface. Il faut à la fois attirer des utilisateurs et des utilisatrices d'un côté pour attirer du contenu, et en même temps il faut du contenu pour attirer les utilisateurs et les utilisatrices. Et donc ça fonctionne quand même souvent à base de en tout cas, il y a clairement un moment où la première entreprise qui s'est lancée dans cette activité a un avantage clair sur les autres, qui est incontestable et sur lequel ensuite on ne peut pas vraiment revenir. Ou alors de façon très compliquée. Là, vous voyez qu'il faudrait justement avoir déjà à disposition du contenu que vous pouvez reprendre, donc, par exemple Disney+, qui reprend des choses à Netflix, et avoir les moyens quand même de produire assez de contenu où, même si pour l'instant vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous savez que vous allez en produire suffisamment pour attirer des abonnés. Mais voilà, ça exige d'avoir des moyens derrière. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, dans ces situations, plus ou moins de monopole naturel, où vous ne pouvez pas empêcher les entreprises justement de dominer, d'avoir une position dominante. Ce que vous allez faire, c'est les contrôler pour éviter qu'il y ait un abus de position dominante. Alors, la définition d'abus de position dominante, la voilà. Un abus de position dominante est la situation où une entreprise utilise son pouvoir de marché pour imposer des conditions déloyales aux autres entreprises ou aux consommateurs. Je répète, un abus de position dominante est la situation où une entreprise utilise son pouvoir de marché pour imposer des conditions déloyales aux autres entreprises ou aux consommateurs. Alors un exemple, c'est en l'occurrence, en juillet 2018, la Commission européenne a sanctionné Google pour abus de position dominante. En l'occurrence, parce que, comme ça vous expliqué dans ce schéma, à la fois avec le contrôle d'Android et à travers, par exemple, le contrôle des recherches faites à travers leur moteur de recherche, Google contrôle justement quels sont les contenus qui vont peut-être être privilégiés, qui vont apparaître dans une meilleure position, etc. Et vous pouvez pas empêcher en gros Google d'être en position dominante. Vous pouvez pas empêcher la majorité des personnes de choisir Google comme moteur de recherche. Vous pouvez essayer, hein, certes, hein, vous pouvez dire ok, on va pas installer Google d'office sur les ordinateurs, sur les navigateurs internet, sur les téléphones et les smartphones. Ok, ça vous pouvez. Mais bon, après, on voit bien, hein, même si vous avez un autre moteur de recherche qui est installé, généralement, vous allez quand même aller sur Google pour faire vos recherches, parce que c'est là où vous allez trouver des résultats qui vous conviennent, que vous considérez comme meilleurs, plus fiables. Donc, puisque vous ne pouvez pas empêcher Google d'être en position dominante, ce que vous allez faire, c'est ok, Google est en position dominante, mais par rapport aux entreprises qui vont payer Google pour profiter des services, éventuellement pour être classés, etc., on empêche Google de proposer, de pratiquer et d'imposer en fait des prix qui sont considérés comme déloyaux et trop importants. Même chose aussi sur, là vous avez la situation à propos de l'App Store, empêcher Apple de proposer des prix pour les entreprises qui veulent proposer des applications, des prix trop importants. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des smartphones et donc d'utiliser l'App Store, et donc de passer par l'App Store pour avoir des applications, mais vous pouvez empêcher Apple, en tout cas c'est compliqué à déterminer, mais vous pouvez au moins essayer, empêcher Apple de proposer des prix trop importants qui freineraient la concurrence et qui privilégieraient certaines entreprises au détriment d'autres. Alors, autre solution possible, hein, au lieu de contrôler les actions, c'est de dire simplement, bon bah voilà, on nationalise. C'est ce qu'on a vu hein, dans la première vidéo, les monopoles naturels, quand ils sont apparus, par exemple sur la question du chemin de fer ou de la téléphonie fixe, ils ont été nationalisés.
Les États ont considéré que c'était trop dangereux, on ne pouvait peut-être pas empêcher l'entreprise d'être au monopole, mais du coup, pour empêcher l'entreprise d'abuser de son monopole, on allait la nationaliser et l'obliger à respecter des prix de concurrence pure et parfaite et pas des prix de monopole, pour que les consommateurs et les consommatrices puissent profiter correctement de ce bien ou de ce service. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. J'espère que tout est assez clair et je vous souhaite une bonne journée.